60% des Américains ne peuvent même pas se permettre un niveau de vie minimal. Un chiffre choquant et pourtant bien réel selon le Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity. Cet organisme suit de près ce que coûte réellement la vie aux États-Unis. Et attention, on ne parle pas ici d'un mode de vie luxueux, mais simplement de couvrir les besoins essentiels, se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer et élever ses enfants. Ce chiffre va à l'encontre totale du discours qu'on nous vend sur l'économie américaine. Si vous suivez les grands médias, vous avez sans doute entendu que le chômage est à un niveau historiquement bas, que l'inflation ralentit et se rapproche lentement, mais sûrement de l'objectif de 2% fixé par la Réserve fédérale. Et pendant ce temps, les grands indices boursiers restent proches de leurs records historiques. Sur le papier, l'économie américaine semble donc en bonne santé. Certes, quelques signes de faiblesse apparaissent, le PIB du premier trimestre est passé en territoire négatif, la confiance des consommateurs a chuté, mais si on ne regarde que les grands indicateurs, on n'imaginerait jamais que la majorité des Américains peinent à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Et c'est justement de ce décalage criant que traite cette vidéo. Petite précision avant d'aller plus loin, oui, le Ludwig Institute collecte et analyse ces données différemment du gouvernement américain. J'aborderai brièvement ces différences, mais ce n'est pas vraiment le cœur du sujet. Cette vidéo ne parle pas de méthodologie, elle parle d'un constat. Le récit officiel de la réussite économique ne reflète pas la réalité vécue par la plupart des Américains, du moins selon cette étude récente. Si vous voulez creuser le sujet, les sources sont disponibles dans la description. Mais pour commencer, attaquons-nous à un point central, le coût de la vie. D'après le gouvernement, l'inflation était de 4,1% en 2023. Mais selon le Ludwig Institute, le coût réel des besoins de base, autrement dit les dépenses incontournables, a grimpé de 9,4%. C'est plus du double de ce qu'indique l'indice officiel des prix à la consommation, le CPI. Et voici ce qu'écrit Ludwig: le contraste saisissant entre les chiffres officiels de l'inflation et l'expérience réelle de la population souligne un décalage fondamental. Le CPI offre une photographie de la stabilité des prix, mais le considérer comme représentatif du quotidien des ménages américains est au mieux trompeur. Toujours selon Ludwig, ce sont les dépenses essentielles qui étranglent les foyers. En 2023, le logement a connu une flambée de 11,4%, soit la plus forte hausse annuelle jamais enregistrée. On sait déjà que les taux hypothécaires avoisinent les 6 ou 7%, que les prix de l'immobilier sont à des sommets historiques, et pourtant, le prix médian d'une maison atteint aujourd'hui environ 450 000 $. Mais si la majorité des Américains n'ont même pas 1 000 $ de côté pour une urgence, comment peuvent-ils s'offrir une maison? Et cette explosion du coût du logement n'est pas un cas isolé. Les dépenses de transport ont augmenté de 14,7%, principalement à cause de la hausse des primes d'assurance et des coûts de financement, malgré une baisse des prix à la pompe. Les primes d'assurance santé, elles, ont progressé de 7,9%, accentuant encore davantage la pression sur les foyers américains. Quant au prix de l'alimentation, ils ont bondi de près de 4,5%, pesant lourdement sur le budget quotidien de tous les ménages. Ce cumul de hausses cache un problème bien plus profond. Depuis 2001, le True Living Cost Index, l'indice du coût de la vie réelle selon Ludwig, a augmenté de 97,4%, alors que l'indice officiel des prix, le CPI, n'a grimpé que de 72%. Ce qui veut dire une chose, les dépenses essentielles ont explosé bien plus vite que l'inflation officielle, et ce depuis plus de 20 ans. En 2023, si l'on regarde les revenus, les 60% de foyers les plus modestes n'ont reçu que 22,1% du revenu disponible total aux États-Unis. Pourtant, pour atteindre le niveau de vie minimal, ils auraient dû capter 39% de ce revenu. Et que signifie concrètement ce niveau de vie minimal selon Ludwig? Eh bien, cela dépend de la taille du foyer. Par exemple, une personne seule sans enfant doit gagner au moins 44 500 $ par an. Un couple avec 3 enfants, lui, a besoin de plus de 130 000 $ annuels. Et Ludwig ajoute ceci: les Américains travaillent aujourd'hui plus dur que jamais, contribuant à la croissance de l'économie, mais les fruits de ce travail ne sont pas distribués de manière à favoriser la mobilité sociale des classes moyennes et populaires. En clair, même en travaillant, beaucoup d'Américains n'arrivent pas à couvrir leurs besoins essentiels, ce qui révèle des déséquilibres structurels profonds, tant dans la répartition des revenus que dans la manière dont on mesure le coût de la vie. Parlons maintenant du chômage, car ce fameux taux bas qu'on nous répète en boucle ne cesse de m'interpeller. Autour de moi, je connais plein de gens qui cherchent désespérément un emploi.
Et j'en connais aussi beaucoup qui ont un travail, mais n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. C'est, selon moi, l'un des chiffres les plus trompeurs de tout le système. Vous avez sûrement entendu que le taux de chômage est historiquement bas. À première vue, ça sonne bien. Ça laisse entendre que presque tout le monde qui veut travailler trouve un emploi. Mais ce chiffre ne dit pas tout. Déjà, il ne compte que les personnes qui cherchent activement un travail. Si vous avez abandonné vos recherches, vous n'existez pas dans les statistiques. Mais encore plus fou, si vous travaillez une seule heure par semaine, vous êtes considéré comme employé. Et les personnes qui cumulent 2 emplois à temps partiel pour simplement payer leur loyer, elles aussi sont comptées comme employées. Comparez ça aux chiffres du Ludwig Institute, qui mesure ce qu'il appelle le vrai taux de chômage. Eux incluent non seulement les chômeurs officiels, mais aussi les personnes qui occupent un emploi à temps plein mais mal payé, sont sous-employées, c'est-à-dire qu'elles travaillent moins d'heures qu'elles ne le souhaitent ou ne le nécessitent, et celles qui ont cessé de chercher mais souhaitent toujours travailler. Et leur résultat est frappant. En 2023, le vrai taux de chômage atteignait 24,5%. Autrement dit, un quart des Américains est soit au chômage, soit coincé dans un emploi qui ne leur permet pas de vivre décemment. C'est un écart de crédibilité énorme. Et ça compte, parce que les décisions politiques, les débats dans les médias, les votes, tout ça s'appuie sur le chiffre officiel de 4%, pas sur le 24% de la réalité selon Ludwig. Encore une fois, c'est le même schéma. La version officielle de la santé économique ne reflète pas ce que vivent réellement les gens, et cela a eu un impact direct sur les élections. Lors des dernières élections, l'économie était de loin la préoccupation numéro 1 des électeurs. Et beaucoup de gens pointèrent du doigt une économie forte, du moins sur le papier. Mais pour des millions d'Américains, le ressenti n'avait rien à voir avec le discours officiel. C'est précisément là que réside le véritable fossé. Et cette déconnexion, on la retrouve aussi du côté des salaires. Selon le Bureau of Labor Statistics, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,1% en 2023. Sauf que, d'après le Ludwig Institute, pour les 60% des travailleurs les moins bien rémunérés, les salaires réels, c'est-à-dire corrigés du coût réel de la vie, sont stagnants, voire en baisse depuis 2001. Autrement dit, les revenus semblent progresser, jusqu'au moment où vous essayez réellement de les dépenser. En parallèle, le taux de participation à la population active, c'est-à-dire la part des adultes en âge de travailler qui ont un emploi ou en cherchent un activement, reste inférieur à son niveau d'avant 2008. Et le plus alarmant, une grande partie de ceux qui ont quitté le marché du travail ne l'ont pas fait par choix, mais simplement parce que l'économie moderne ne fonctionne plus pour eux. Alors oui, les chaînes d'infos en continu peuvent répéter en boucle que l'économie est solide, mais pendant ce temps, des dizaines de millions d'Américains sont coincés dans des boulots qui ne leur permettent pas de survivre ou totalement exclus du système. Et ce fossé entre le discours officiel et la réalité vécue, c'est une véritable catastrophe politique. Parce que tant que ceux qui décident refusent de voir le problème, ou pire, prétendent qu'il n'existe pas, ils ne le régleront jamais. Alors comment le gouvernement peut-il annoncer un chômage faible, des salaires en hausse, une inflation maîtrisée, alors que près des 2/3 des Américains n'arrivent même pas à atteindre un niveau de vie minimal? La réponse tient en grande partie dans ce qu'ils mesurent, ou plutôt dans ce qu'ils ne mesurent pas. Prenons l'inflation par exemple. L'indice utilisé, le CPI, suit le prix d'un panier de biens et services. Mais il y a 2 problèmes majeurs dans la façon dont cet indice est utilisé. Le premier, il lisse les données. Si les téléviseurs deviennent moins chers alors que les loyers et les frais de santé explosent, les économies réalisées sur l'électronique viennent diluer la réalité. Et soyons honnêtes, si vous n'avez pas besoin d'un nouveau téléviseur, cette baisse ne vous aide en rien. Par contre, le loyer ou les soins médicaux, eux, vous les ressentez à chaque fin de mois. Le second problème, c'est que le CPI sous-estime les dépenses essentielles. Prenons le logement, le CPI n'utilise pas les loyers réels payés par la majorité des gens. À la place, il s'appuie sur ce qu'on appelle le loyer équivalent propriétaire, c'est-à-dire une estimation obtenue via des sondages auprès de propriétaires à qui l'on demande combien ils estimeraient pouvoir louer leur logement. Résultat, des chiffres souvent déconnectés de la réalité et qui accusent en plus un retard de plusieurs mois sur les évolutions du marché. A l'inverse, le True Living Cost Index du Ludwig Institute se concentre sur ce que les gens doivent réellement acheter. Le loyer, la nourriture, la santé, les transports, la garde d'enfants, un téléphone, Internet et les produits de première nécessité. Et c'est là qu'un écart gigantesque se creuse entre cet indice et le CPI. Un écart qui explique en grande partie
pourquoi les décideurs publics pensent que la crise est passée, alors que dans la vraie vie, elle n'a jamais cessé et pourrait même s'aggraver. Il y a aussi un biais important dans la manière dont les salaires sont mesurés. Le gouvernement regarde les moyennes, mais Ludwig, lui, corrige cette approche en décomposant les chiffres par tranche de revenus. Et ce que ça révèle est sans appel. Les salaires réels n'ont pas suivi le coût de la vie depuis plus de 20 ans. Alors oui, le problème est immense. Et oui, il ne cesse de s'aggraver. Mais dans un souci de ne pas faire de cette vidéo une litanie déprimante, il faut aussi parler des solutions possibles. Attention, aucune n'est simple. Certaines sont politiquement sensibles, d'autres sont techniquement complexes, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont irréalistes, simplement qu'elles n'ont jamais été réellement priorisées. Commençons par la plus essentielle, celle que plus aucun responsable politique ne pourra éviter très longtemps: taxer les ultra-riches. Et il ne s'agit pas ici d'une croisade morale ou idéologique, il s'agit de mathématiques. Prenons cet extrait. Il s'agit du responsable de la stratégie marché et investissement de JP Morgan. On lui pose une question sur les inégalités croissantes aux États-Unis et sur la manière dont le gouvernement pourrait faire face à la dette nationale. Il rappelle d'abord un fait frappant: les 19 foyers les plus riches des États-Unis détiennent à eux seuls 1,8% de toute la richesse des ménages américains. A l'inverse, les 50% les plus pauvres n'en détiennent que 3%. Et ce chiffre de 1,8% était, en 1980, à peine à 0,1%. Autrement dit, la concentration des richesses a explosé. Et il ajoute: oui, ce niveau d'inégalité me préoccupe, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est désastreux pour la société. Ça a provoqué une polarisation politique massive, au point que le pays n'arrive plus à avancer. Le pourcentage d'élus modérés au Congrès est aujourd'hui au plus bas depuis plus de 100 ans. Puis, il évoque certaines décisions politiques passées. L'entrée de la Chine à l'OMC en 2001 a été un véritable coup de fouet pour les profits et une aubaine pour les consommateurs grâce à des prix bas. Mais ce fut une catastrophe pour les communautés industrielles américaines. Depuis cette date, la production industrielle a quasiment stagné. D'après lui, il est urgent de débattre sérieusement de nombreux sujets: les droits de douane, l'investissement intérieur, les subventions et bien sûr, les taux d'imposition marginaux. Et il poursuit: si vous pensez que 30 ans de mondialisation ont laissé trop de gens sur le bord de la route, alors il faudra une équipe de haut niveau pour démanteler certaines de ces politiques avec finesse, en ciblant les aides là où elles sont nécessaires, sans détruire les marchés financiers dans le processus. Et il conclut: est-ce que cette administration en est capable? Le jury est encore en délibération, mais moi, je suis très inquiet de ces inégalités. Et, soyons clairs, le barrage finira par céder. Il y aura une taxe sur la fortune aux États-Unis. La seule question, c'est: à quel niveau sera-t-elle fixée? Car oui, si l'on veut vraiment soulager les classes moyennes et populaires sans faire exploser la dette nationale, l'argent doit bien venir de quelque part. Et aujourd'hui, les ultra-riches ne sont pas seulement riches, ils sont aussi beaucoup moins taxés qu'on ne le croit. Et non, on ne parle pas ici de l'impôt sur le revenu. Les plus riches gagnent l'essentiel de leur argent par d'autres moyens: placements financiers, stock options, comptes offshore, pas par un simple salaire. Les 1% les plus riches détiennent à eux seuls plus de richesses que toute la classe moyenne américaine réunie. Et pourtant, beaucoup d'entre eux perdent un taux d'imposition effectif inférieur à celui des infirmiers, des professeurs ou des policiers. Pourquoi? À cause des loopholes, les niches fiscales sur les plus-values, les comptes offshore ou encore les rémunérations en actions. Certains économistes ont donc proposé une mesure simple: un impôt sur la fortune modérée de 1 à 3% par an, appliqué uniquement sur les patrimoines supérieurs à 50 millions de dollars. Selon une étude menée par des économistes de l'université de Berkeley, cela pourrait rapporter jusqu'à 3 000 milliards de dollars sur 10 ans. Cet argent pourrait renforcer les filets de sécurité sociale, alléger la pression sur les familles américaines et aider à stabiliser la dette nationale sur le long terme. Et attention, on ne prétend pas que cette solution règle tout. Mais le fait est que la plupart des réformes sérieuses dans ce domaine sont systématiquement bloquées. Pas parce qu'elles ne fonctionneraient pas, mais parce qu'elles remettraient en cause les rapports de pouvoir actuels. Et c'est là le vrai blocage. Parce que oui, résoudre tout ce système impliquerait de regarder en face une question essentielle: à qui profite vraiment l'ordre économique actuel? Et c'est probablement pour ça que rien ne change. Pas parce que les idées seraient trop radicales, mais parce que les affronter exigerait de dire la vérité sur l'état réel du système.
Et ça, c'est peut-être la seule chose que l'économie américaine ne peut toujours pas se permettre. Si vous voulez en savoir plus sur les inégalités de richesse aux États-Unis, je vous invite à regarder cette autre vidéo, que je considère comme l'une des plus importantes que j'ai réalisées sur le sujet. Cliquez juste ici pour la découvrir. Merci d'avoir regardé.